Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 16 décembre 2017. Le 21 décembre prochain, les organisations de la société civile nigérienne projettent d'organiser une manifestation pour protester contre l'adoption récente par le Parlement de la loi des finances pour l'année budgétaire 2018. Et bien, dans le cadre de la mobilisation de cette manifestation qu'ils veulent grandiose, les responsables de ces structures de la société civile étaient ce matin au niveau de la région de Tillabéri, dans la capitale notamment, pour davantage éclairer les citoyens du pays sur le contenu de ce projet de loi des finances, sur cette loi des finances, donc désormais avec ces mesures, fiscales jugées antisociales. Ils ont à cet effet animé une conférence publique résumée pour nous ici par Sadoudoumi et Nasser Dantofo. Il s'agit à travers cette conférence publique animée par ces pointes des organisations de la société civile d'édifier la population de la capitale du fleuve des tenants et aboutissants que compose la loi des finances 2018 qui, selon ces acteurs, impactera négativement le quotidien des Nigériens si jamais elle arrive à être mise en vigueur ce 1er janvier 2018. Nous avons décidé de venir rejoindre nos camarades de la région de Tillabéri et pour partager avec eux l'analyse globale que nous faisons de la situation de tous les problèmes que nous avons, en particulier de la question de la loi des finances, et autour de laquelle nous avons engagé une lutte citoyenne. Et nous avons pensé que c'était une excellente démarche que de venir échanger et renforcer leur compréhension pour les amener à pouvoir s'approprier de l'ensemble du contenu de ce que nous reprochons à cette loi et la nécessité que ensemble tous les citoyens s'investissent pour une action à mener dans le sens d'amener le gouvernement à reculer par rapport à la décision qui a déjà été prise par l'Assemblée nationale. La loi des finances 2018 et ses mesures impopulaires ont été bien cernées par l'assistance après les exposés des différents conférenciers. Avant, on ne sait pas ce qui se passe, surtout concernant la TVA. Mais maintenant, après cette conférence, nous avons eu des éclaircissements là-dessus. En tout cas, j'attire l'attention de tout un chacun que cette marche-là, ça concerne tout le monde. Il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas à l'époque. Maintenant, ils sont venus, nous les ont détaillés. Et nous pensons qu'avec cette loi de finances, le pauvre Nigérien, il sera encore plus pauvre. Et peut-être c'est les riches qui ont arrangé pour eux, qui vont récolter les sous que nous ne pouvons même pas gérer. En tout cas, pour nous, à partir de cette conférence, nous allons nous y mettre pour combattre cette loi de finances. Cette loi est d'abord satanique et cette loi est fondamentalement mal comprise par la population elle-même. Et sinon, on n'aurait même pas besoin d'un coup de pouce ou d'une mobilisation pour faire face à cette loi satanique. Les gens ont tendance à politiser cette loi, il n'en est rien. La loi a des tâches qui étouffent la vie du citoyen. Ainsi, la capitale du fleuve a pris rendez-vous pour le 21 décembre prochain pour dire non à la loi des finances 2018 à travers une marche suivie de meetings à l'instar de toutes les régions du pays. Conférence de presse ce matin des responsables de l'université suisse IMEF Niger. C'était donc ce matin dans les locaux de la dite université. Celle-ci a visé à entretenir l'opinion sur la vie de cette université qui a récemment ouvert ses portes à Niamey. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ali Doubrema et Adamou Soumana. Faire connaître davantage au public nigérien la prestigieuse université privée suisse de Niamey est entre autres objectifs assignés à cette rencontre avec les hommes des médias nationaux. Occasion pour l'un des responsables de cette institution de dresser le bilan du premier trimestre de la première année d'existence de Suisse IMEF University au Niger. Un premier bilan de 3 mois, c'est un bilan satisfaisant sur tous les points. Le plan académique et aussi la relation avec... Parce que c'est déterminant, la relation avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves sont satisfaits avec les 3 mois. Donc, c'est un peu le bilan qu'on peut tirer sur les 3 mois passés.
Forte de l'exploit enregistré en cette première année et la marque de confiance des Nigériens en premier chef les autorités nationales, Swiss UMF University of Niger nourrit de nobles ambitions dans le cadre de l'apprentissage académique. Il y a le projet de construction du plus grand campus universitaire privé de l'Afrique de l'Ouest. Un campus avec une capacité d'accueil de 15 000 places. C'est le projet de Swiss UMF University. Un projet qui demande des investissements à hauteur d'environ 15 milliards. Donc Swiss UMF University se positionne comme un acteur du développement qui va s'occuper de cet axe-là. La formation des cadres, la formation des dirigeants, des managers et des leaders. J'entends les leaders, des gens qui vont mener des grands projets pour le développement de notre pays. Ce n'est pas forcément que des projets publics. Ça peut être aussi des projets privés. Cette université va voir le jour les prochaines années avec ce gigantesque campus qui sera un pôle d'excellence. Un pôle d'excellence pas que pour les jeunes Nigériens, mais pour les jeunes Africains en général. Donc nous voulons, comme cet acteur-là qui va former des ingénieurs, des juristes, des diplomates, des managers, pour faire fonctionner l'économie de nos pays, l'économie du Niger, mais l'économie des autres États africains. Comme vous le savez, actuellement, nous avons 3 facultés. La faculté de droit, la faculté de diplomatie, relations internationales et diplomatie, et la faculté de management. Nous allons ajouter à ces facultés-là d'autres facultés, comme une faculté de médecine et une école d'ingénieurs. Un ambitieux projet qui permettra sans nul doute de faire du Niger un pôle d'excellence dans l'enseignement supérieur au niveau de la sous-région, voire du continent africain, car avec Swiss UMF University, nous pensons différemment. Le groupe Agoratoire prépare activement l'édition 2018 du Festival international de slam et d'humour en mars prochain en 2018. Donc, c'est au Mali. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre de slameurs, un des organisateurs est au Niger pour expliquer clairement l'objectif de cette manifestation. Il a été interrogé ce matin par la radio et télévision La Bari. Je vous propose de suivre le résumé de son intervention dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. C'est un festival à double sens. Promouvoir l'islam et honorer les personnes démunies et les cas sociaux que le groupe Agoratoire a initié à travers le programme Voice de l'ONG Oxfam. Je suis là spécifiquement pour travailler un peu avec les Oxfam autour d'un programme qui est appelé Voice. Et aussi Voice, c'est un programme qui donne la voix aux personnes en situation d'handicap. Voilà, donc mon festival s'inscrit un peu dans ce cadre-là pour soutenir les enfants ou les personnes stigmatisées qui ont des difficultés ou qui sont dans des situations de handicap. C'est une manière de les inclure dans la vie sociale. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être là et parler aussi lancer l'événement sur la Bari TV, et voir aussi s'il y a des slameurs nigériens qui sont intéressés, pourquoi pas de nous contacter. Au menu de ce festival international de slam et d'humour, plusieurs activités. Le menu c'est vraiment simple. Déjà nous allons faire des panels de discussion, voilà, autour des thématiques que nous allons choisir, et cette fois ça sera surtout autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et aussi il y aura des concerts, des spectacles et aussi des ateliers d'écriture en faveur de personnes en situation de handicap. Voilà, et nous comptons inviter beaucoup d'artistes qui viendront de beaucoup de pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, pourquoi pas du Niger et aussi de la France. Pour réussir l'événement, l'organisateur lance ce message. Il faut que la population, surtout la jeunesse, soit vraiment impliquée dans toutes les discussions, les intérêts vraiment qui touchent la nation. Il ne faudrait pas que la jeunesse soit en marche. Il faut qu'on soit impliqué. Il faut qu'on soit un acteur du changement, un acteur pour défendre le droit des hommes, des enfants, des femmes, de tout le monde. L'édition 2017 du FICH, Festival international de slam et humour du Mali, est prévue pour se tenir du 15 au 20 mars 2018 à Bamako. Une lueur d'espoir éclaire, je l'espère. Une lueur d'espoir s'opère, je le sens.
Tout était beau. Les pères fondateurs de ces empires n'étaient pas sots. Beaucoup de jours sont passés, beaucoup de choses sont écroulées. Une nation multiethnique est créée avec un peuple soudé et enthousiasmé. Aujourd'hui, un air nauséabond bondit et s'immisce dans notre vie. Malgré tout, notre belle nation vit. Voilà, du sport à présent avec le résumé de l'étape d'Osso Douti du Tour cycliste nigérien qui a donc été lancé le jeudi dernier ici même à Niamey et qui aura pour épilogue la région de Tawa où se tiennent les festivités entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre. Le résumé donc de l'étape entre Dosso et Douti avec nos reporters de la chaîne de télévision LTV Yannick Ousmane Keta. Deuxième étape ce vendredi du Tour cycliste de la République d'Osso Douti, longue de 142 km. Contrairement à la première étape, c'est un peloton groupé que les cyclistes ont bravé le vent violent. De Karkibongo à Kourfa-Saouna, c'est la prudence totale jusqu'au kilomètre 37 de Koremerwa avec la toute première échappée d'Aminou Gado de l'AS Police. Un peloton groupé de 9 cyclistes prend le devant jusqu'à l'entrée de la ville de Dogondouchi. Et tout se complique au dernier virage pour les cyclistes de l'AS Police avec en tête Mamadou Soumana du Dogo qui perd complètement la bonne direction au profit de Ali Idrissa de l'AS Fan. Et c'est un véritable grimpeur. Kali Idrissa, déjà vainqueur de la première étape, remporte Dosso Douti en 4 heures, 34 minutes, 48 secondes. Il devance de 7 secondes le deuxième Mahmoud Ousseini de la formation Wassika Express et de 10 secondes le troisième Jibril Hassan dit Michelin de l'AS Eaux-et-Forêts. Et certainement que le militaire Ali Idrissa est bien parti pour garder le maillot jaune de leader jusqu'à Tawa le 17 décembre prochain. Sponsor du jour, la BOA, la Bank of Africa du groupe BMCE et Aristide Issa, responsable BOA Dogondouchi, nous explique la participation de sa banque à ce tour de la République. Au nom de la BOA, je tiens à remercier la Fédération nigérienne de cyclisme pour cette initiative louable permettant à la jeunesse nigérienne amoureuse de sport de pouvoir exprimer sa passion. Je tiens aussi à remercier les organisateurs pour la réussite de cet événement. En tant que sponsor du jour au niveau de la BOA, nous sommes vraiment très fiers d'être à côté de la jeunesse pour la réussite de cet événement. Au-delà de son aspect mercatique, donc je rappelle que la BOA Niger est une entreprise consciente de sa responsabilité sociétale. À cet effet, nous avons décidé de fêter la proclamation de la République du Niger à travers la jeunesse en sponsorisant le Tour cycliste du Niger. Nous félicitons les gagnants arrivés au niveau du podium, le premier, le deuxième et le second. Nous réaffirmons notre engagement d'œuvrer pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Donc nous souhaitons bonne chance pour les deux étapes récentes de Konni et de Tawa. La BOA Dogondouchi, ça va. Ça fait 3 ans que nous sommes implantés ici à Douchi. Je dirais, alhamdoulilah, nous avons su planter tous nos concurrents. Parce que nous innovons. Nous avons des produits vraiment de la dernière technologie. Parce que nous ne sommes pas restés à la traîne de la technologie. Et vraiment, c'est la technologie qui nous a permis d'atteindre un niveau de qualité dans l'offre de nos services. La troisième étape, ce samedi 15 décembre, ça sera Douchi-Konni, longue de 147 km, c'est-à-dire l'étape reine de ce tour. Une étape qui sera très décisive au vu de l'état très dégradant de la route à partir du village de Yei. Voilà cette nouvelle hors du Niger avec la succession à la tête de l'African National Congress, l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Il se cherche en effet un nouveau président. L'actuel, Jacob Zuma, est en fin de mandat. Son successeur sera peut-être aussi le président de la nation Arc-en-Ciel. 5000 congressistes sont actuellement réunis à Johannesburg et 2 candidats sont favoris. Il s'agit de l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et de l'ancienne présidente
présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Un des défis qui attend le nouveau président de l'ANC, c'est la reconstruction de ce parti, le parti de ce grand homme qu'est Nelson Mandela. 27 avril 1994, Nelson Mandela vote à la première élection multiraciale en Afrique du Sud. Il est élu président sous la bannière de l'ANC. Mais derrière la joie de Madiba se cachent des années de lutte contre l'apartheid. Un combat qui débute avant sa naissance en 1912. Les premiers fondateurs du parti s'inquiètent des lois ségrégationnistes et de la discrimination. Mais c'est à l'arrivée de la jeune génération de militants en 1940 que le mouvement connaît un franc succès. Nelson Mandela et ses compagnons appellent à la désobéissance civile. Les manifestations se multiplient et la charte de la liberté adoptée en 1955 prône l'égalité et les mêmes droits pour tous. Mais le gouvernement d'apartheid n'est pas de cet avis et très vite la répression se durcit. En 1960, la manifestation de Sharpeville est réprimée dans le sang. Le bilan est lourd, 69 morts. L'ANC est bannie, ses leaders entrent dans la clandestinité et Nelson Mandela appelle à la lutte armée. 2 ans plus tard, lui et d'autres cadres du parti sont arrêtés, mais ils continueront de militer pour leur cause derrière les barreaux. La répression continue et il faudra attendre 89 et l'élection du président de Klerk pour voir le changement. L'apartheid prend fin, le Congrès national africain est de nouveau autorisé et après 28 années de prison, Nelson Mandela est enfin libre. Il prend la tête de l'ANC en 1991, devenu ensuite le premier président noir d'Afrique du Sud. Il transmet les rênes du parti à Thabo Mbeki en 1997, qui lui succède également à la tête du pays. Mais les 2 mandats de Thabo Mbeki sont marqués par la hausse du chômage, la progression de la criminalité ou encore l'expansion du sida. Les divisions s'accentuent au sein de l'ANC. Jugé hautain, froid et éloigné de sa base politique, il finit par être écarté du mouvement en décembre 2007. Et c'est finalement le populiste et populaire Jacob Zuma qui s'empare du parti et du pays en 2009. Accusations d'agression sexuelle, corruption, enrichissement personnel, le parti de Nelson Mandela est aussi miné par les guerres intestines et la lutte contre les inégalités semble déjà bien loin. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barry. Au revoir.